La taxe d'habitation est réputée injuste. Et elle l'est, en partie. Première injustice, le contribuable paie plus en fonction de là où il habite qu'en fonction de la valeur de son bien. C'est mécanique, le taux de la taxe est fixé par les communes. Et les écarts sont grands car l'équation budgétaire varie beaucoup d'un lieu à l'autre. La densité, la composition sociale de la population, le niveau des revenus des habitants et la richesse du tissu d'entreprise sont autant d'éléments discriminants qui en facilitent ou non la résolution. Parmi les villes de plus de 50 000 habitants, Puteaux, Nanterre, Courbevoie et la Garenne-Colombes font ainsi partie des communes dont la taxe d'habitation est la plus faible. 4 villes, situées dans l'ouest parisien, qui ont la chance d'avoir sur leur territoire le quartier d'affaires de la Défense. Paris fait aussi partie de ce lot des villes qui se financent essentiellement grâce aux entreprises, ce qui permet d'alléger la pression sur les ménages. À l'autre bout du spectre, 5 villes affichent un taux de taxe supérieur à 30%. Des villes qui se trouvent toutes dans le même département, le Nord. L'autre grand reproche fait à la taxe d'habitation est sa base, c'est-à-dire la valeur locative des logements, l'équivalent du loyer théorique annuel du bien s'il était mis sur le marché locatif privé. Cette valeur est ensuite diminuée d'abattements et de dégrèvements en fonction du statut du ménage, de sa composition et de ses ressources. Les valeurs locatives tiennent compte aussi de la superficie du logement, son équipement ou encore son état. Le hic, c'est que ces critères établis en fonction des conditions de marché locatif de 1970 n'ont été actualisés qu'en 1980 et à la marge. Si bien que les logements sociaux, construits dans les années 70, avec des éléments de confort modernes pour l'époque, salle de bain, chauffage collectif, etc., ont une valeur locative au mètre carré supérieure à la plupart des logements anciens des centres-villes qui ont, eux, bénéficié, dans les années 80, de grandes vagues de rénovation. Autre souci majeur, la revalorisation des valeurs locatives. Elle se fait au niveau national et non plus départemental comme dans les années 70, selon un coefficient voté dans le cadre de la loi de finances qui suit généralement l'inflation. Ce qui pose 2 problèmes. Ce nivellement est injuste. Il ne prend pas en compte l'hétérogénéité des dynamiques locales. Ensuite, la référence à l'inflation sous-estime les évolutions des loyers au niveau national. La taxe d'habitation n'est donc pas exempte de tout reproche, mais la clouer au pilori est aussi excessif. C'est d'abord une source essentielle du financement du secteur communal. Près de 23 milliards d'euros en 2016, soit environ 35% des rentrées fiscales, pour financer les services publics locaux. La supprimer, pour tout ou partie, pour la remplacer par des compensations de l'État, c'est ensuite priver les communes de leur autonomie financière et casser le lien entre services publics locaux et prélèvements demandés en contrepartie par les mairies. On peut également se demander pourquoi le gouvernement n'a pas choisi de réformer en profondeur la taxe d'habitation et la taxe foncière, pour rendre ces impôts plus efficaces et plus équitables, dans le cadre d'une politique plus vaste visant à recentrer l'impôt sur les bases les moins mobiles. L'actualisation des valeurs locatives est une voie, mais c'est aussi une bombe à retardement, car cela reviendrait à fortement augmenter la taxe d'habitation des classes moyennes supérieures ou aisées. Des ménages qui savent très bien se défendre et dont le poids électoral est déterminant.